Alors dans cette vidéo, je vais m'adresser aux salariés ou aux personnes qui veulent devenir salariés, qui veulent faire carrière dans le commerce international, qui veulent faire de l'export par exemple, qui voudraient travailler en France en utilisant leur bagage linguistique, notamment dans l'export de marchandises ou de services, donc en rapport avec les étrangers. Bon, il faut savoir que jusqu'à récemment, j'étais dans le commerce international. Moi, j'ai bâti ma carrière dans le commerce international, donc en rapport avec les langues et les cultures, et puis la vente. Alors déjà, je ne vais pas faire une vidéo sur le commerce international, je ne vais pas faire un cours de commerce. C'est surtout pour vous expliquer comment mettre en avant son bagage linguistique, comment se préparer, comment préparer son bagage linguistique pour pouvoir se lancer dans le commerce international ensuite, pour pouvoir décrocher des emplois qui sont parfois difficiles à décrocher avec beaucoup de concurrence. Et notamment pour ceux ou celles qui ne sont pas encore dans le commerce international, qui aimeraient se lancer dedans, mais qui ont du mal à décrocher ces métiers-là, à savoir comment se préparer, des gens qui apprennent des langues pour pouvoir faire carrière dans le commerce international. Alors je vais préparer 5 points, alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est 5 points qui sont importants tous les 5. Il n'y a pas le premier point qui est plus important que les autres. Alors premier point important, c'est l'anglais. Il faut avoir un anglais béton. Même si par exemple tu es passionné de culture latine, ton truc c'est l'Amérique latine, c'est l'Espagne, l'Amérique latine, et tu veux te spécialiser, tu veux te nicher dans l'Amérique latine, dans l'espagnol et dans la culture latine. Même si ton truc c'est pas le monde anglophone, si tu n'as pas l'anglais à un bon niveau, à un moment donné ça va te bloquer, ça va te tirer vers le bas. Il faut savoir que dans le commerce international en général, tout est doublé en fait en anglais. Moi par exemple, tout était doublé en Asie, tout est doublé dans la langue locale plus l'anglais. En Russie, les contrats étaient doublés en russe et en anglais. Et pour communiquer avec d'autres nations, quand tu voyages ou quand tu es dans le commerce international, même si tu parles la langue locale, il y a toujours l'anglais quelque part que tu vas retrouver. Et si tu n'as pas un bon anglais, tu vas rester bloqué à un moment donné. Donc il faut que tu aies l'anglais. L'anglais c'est la base. Je dirais même qu'il faut apprendre l'anglais avant ton autre langue parce que c'est juste la base, quoi. Peu importe où tu iras, tu auras besoin de l'anglais, même si c'est pas ta langue de prédilection, il te faut l'anglais, c'est comme ça. Donc quand je dis anglais, il faut un oral béton et il faut un écrit béton. Il faut que tu sois bon à l'écrit et à l'oral. Je conseille d'apprendre le vocabulaire des affaires, donc les mots que l'on retrouve le plus souvent dans les affaires. Je te conseille de t'entraîner à écrire des mails soutenus, les mails les plus bateaux que tu vas devoir écrire, bien connaître le vocabulaire lié à ton secteur d'activité. Et puis travaille ta compréhension, même si tu as un accent, même si des fois tu te trompes en parlant, tu n'emploies pas le bon temps, tu prononces mal un mot, on te comprendra. Par contre, quand tu es par exemple dans une réunion avec des anglophones et que tu as un dossier compliqué qui parle très vite, tu ne peux pas te permettre de dire écoutez, j'ai pas compris, répétez. Il faut que tu comprennes très bien ce que les gens disent et tu n'as pas le droit à l'erreur, surtout la compréhension qui est importante. Ensuite, l'écrit et l'oral, même s'il n'est pas excellent au départ, même si je te même, il faut quand même que tu arrives à un minimum, un B2, C1 quand tu commences vraiment à utiliser les langues professionnellement. Mais même si tu n'es pas C2 à l'oral, il faut vraiment que tu comprennes vraiment tout ce qui se dit parce que ça peut aller très vite et une erreur est vite arrivée et avec de l'incompréhension, tu peux vite te retrouver en porte-à-faux. Donc j'insiste sur l'anglais, peu importe ta langue de prédilection, même si tu comptes te spécialiser dans un marché, il te faut l'anglais et il te faut l'anglais à un bon niveau, c'est la base. Deuxièmement, il faut que tu te niches dans la culture qui te plaît. Moi par exemple, j'aime beaucoup la Russie, la culture russe, et je m'étais niché dans le russe tout simplement parce que j'aimais ça en fait. Plus j'ai fait ma petite étude sur le russe, que ça pouvait m'apporter professionnellement. On reviendra dans d'autres points après, mais le russe, j'ai compris que c'était une langue qui me plaisait. J'avais pas vraiment besoin de faire d'efforts en fait pour l'apprendre parce qu'en fait, en l'apprenant, je m'amusais, j'aimais ça. Et puis je sais que professionnellement, c'est une langue qui est réputée difficile à apprendre, donc j'ai moins de concurrence. Et à l'époque où moi je suis parti en Russie, la Russie était en plein boom, il n'y avait pas encore la crise, etc. Donc en fait, je me suis servi de ce levier-là pour pouvoir me nicher dans le russe. Et toi, je te conseille de faire pareil. Si tu as une langue de prédilection, peu importe laquelle, même si tu as de la compétition, même si le marché n'est pas florissant où tu vas, si tu as vraiment la passion pour une langue, pour une culture, ça va se sentir.
ça va sentir. Et ce qu'on veut, c'est les gens passionnés. Même les gens qui ne sont pas conscients qu'ils veulent des gens passionnés, inconsciemment, ils veulent des gens passionnés parce que la passion, elle se ressent. Tu transmets de l'émotion comme ça. Je suis pas en train de te faire un truc psychique bidon, hein. C'est juste que quand tu es passionné par quelque chose, ça se sent et tu transmets des émotions positives. Et la personne que tu as en face de toi, par exemple l'employeur, le recruteur, va le sentir ça. Donc il va sentir ta motivation. Il va sentir que voilà, cette personne-là, elle sera vraiment impliquée dans son travail. Et ça, c'est important. Donc, si tu as une langue par laquelle tu es vraiment passionné, niche-toi dans cette langue-là. Pareil dans ta langue de prédilection, apprends le vocabulaire des affaires, apprends le vocabulaire écrit, soutenu. Travaille bien ta compréhension est importante. Et puis le vocabulaire lié à ton secteur d'activité, par exemple si c'est des machines, lié à tes machines, si c'est quelque chose de plus tertiaire, lié à ton secteur, enfin il faut que tu maîtrises le vocabulaire de ton business, quoi, de ton secteur d'activité, ça c'est très important. Et si tu veux te vendre comme ça en étant spécialiste d'une culture, il faut au minimum que tu aies un niveau B2 bien solide, aussi bien à l'écrit à l'oral. En compréhension, il faut que tu sois dans les C1 déjà, parce que je te dis, la compréhension c'est vraiment le plus important au début. Si tu as un niveau B2, tu dis voilà, écoute, aujourd'hui mon niveau il est tel, mais voilà, j'ai un plan d'action sur place, je vais continuer à travailler ma langue parce que mon but c'est de devenir vraiment, c'est de maîtriser la langue parfaitement. Et puis ce que tu peux faire aussi, tu peux sortir du point de comparaison qu'est la langue, parce qu'en fait tous les candidats que tu vas avoir en face de toi, qui seront en concurrence avec toi, ils vont mettre en avant leur langue. Mais toi tu peux apporter quelque chose de nouveau. Tu peux dire voilà, moi je maîtrise pas seulement la langue, mais en plus je me suis renseigné sur la culture. Je me suis renseigné sur la culture des affaires dans ce pays-là, comment on fait les affaires dans ce pays-là, comment ces gens pensent, comment les gens vont réagir. J'ai aussi fait une étude de marché par rapport aux produits que je vais vendre potentiellement. Comment ça s'adapte culturellement à ce pays-là. Apporter quelque chose de plus, c'est pas rester cantonné dans la langue, aussi parler de la culture. Et si tu as la langue, même si par exemple tu es que à un niveau B2, mais que tu connais bien la culture, tu prouves que tu sais où tu vas, que tu sais ce que tu es en train de faire, tu prouves que dans le pays, et voilà, tu sais ce que tu fais, ça va beaucoup plaire ça au recruteur, à l'employeur qui va t'embaucher. Donc ne bosse pas uniquement la langue, bosse aussi la culture et l'environnement de la langue, c'est très important. C'est important de pouvoir te vendre et pouvoir faire la différence le jour de l'entretien ou le jour des entretiens, parce qu'en général pour les métiers à gros responsabilités comme responsable export ou cadre expatrié ou responsable d'équipe ou tout ce qui est lié au gros contrat, au gros argent, quand tu auras des contrats à plusieurs centaines de milliers d'euros ou plusieurs millions d'euros, tu as des contrats comme ça. C'est des métiers à responsabilité, donc il faut que tu montres que tu sais ce que tu fais, tu aies confiance en toi et que tu seras vraiment un professionnel. C'est important. Troisièmement, et j'en ai parlé tout à l'heure, en fait, c'est montrer vraiment qu'on connaît bien le pays, qu'on s'est renseigné sur le pays, qu'on va vite s'adapter sur place, qu'on va pas dire voilà, moi je suis expatrié dans ce pays-là où je travaille avec ces gens-là, mais au bout de 6 mois ça me plaît plus parce que voilà, finalement c'est pas ce que je voulais faire. Non, prouve que voilà, tu aimes cette langue-là, tu vas aimer travailler avec ces gens-là, avec leur culture, parce que leur culture des affaires te correspond, tu aimes ça. Tu vas pas lâcher au bout de quelques mois et dire voilà, c'est trop difficile, je vais pas y arriver. Non, montre que tu connais la culture, montre que tu connais le pays et que tu as la carrure pour pouvoir encaisser ça, pour pouvoir communiquer, avoir la compréhension interculturelle avec les gens avec qui tu vas travailler. Et voilà, tu as la carrure en fait pour encaisser ça, parce que travailler avec des étrangers, vendre à des étrangers, acheter à des étrangers, communiquer avec des étrangers, c'est pas facile. C'est pas juste une question de mots, c'est une autre culture, c'est un autre environnement, c'est une autre notion du temps par exemple aussi. C'est une autre notion une autre culture d'achat aussi. C'est très différent. Et ça, si tu n'as pas la carrure pour, tu vas te faire manger. Il faut leur montrer que voilà, tu vas pas te faire manger par des Chinois ou par des Russes, parce qu'ils sont beaucoup plus durs en affaires que peuvent l'être les Européens par exemple. Tu as la carrure, tu es préparé pour ça. C'est bien, c'est important, parce que l'employeur il a des peurs que tu sois pas, que tu n'aies pas les épaules pour un métier aussi qualifié et avec tant de complexité, la complexité technique peut-être des produits ou des services que tu vas vendre, plus la langue, plus la culture, plus les voyages, plus la pression du chiffre, ça fait beaucoup, donc il faut que tu montres que tu as la carrure. Quatrièmement, si tu n'as pas de passion pour une langue particulière et que tu voudrais te nicher, parce que voilà, tu
ça t'excite d'aller à l'étranger, tu aimerais faire du commerce international, mais tu n'es pas, voilà, t'as pas vraiment une langue de prédilection, tu sais pas dans quelle langue te lancer. Moi, ce que je te conseille dans ce cas-là, c'est de faire une étude, en fait, une étude de marché de langue. Tu étudies en fait le terrain à l'avance, tu regardes quelles langues seront les plus revendables et quelles langues te paieront le plus à long terme. Alors pour une fois, j'ai pris des notes parce que je voulais bien structurer ça. Alors la compétition numéro 1, c'est la compétition sur le marché du travail. Est-ce qu'il y aura beaucoup de gens en concurrence avec toi quand tu vas chercher du travail? Est-ce que c'est une langue qui est populaire? Est-ce que c'est une langue qui est réputée facile, difficile? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui la parlent ou peu de gens qui la parlent? Ça, c'est important. S'il y a trop de gens qui parlent cette langue-là, si c'est une langue réputée facile, potentiellement tu auras beaucoup de compétition. Si c'est une langue dite difficile et que il y a un boom économique dans ce pays-là, mais que c'est une langue difficile et que tout le monde a peur de l'apprendre et qu'il n'y a pas assez de gens pour combler, on va dire, les places, c'est potentiellement une bonne langue. Deuxièmement aussi, la situation économique du pays, voir comment le pays évolue par exemple. À l'heure actuelle, c'est peut-être pas, le russe n'est peut-être pas le meilleur plan, peut-être que ça va revenir après, mais aujourd'hui en Russie la situation est un petit peu difficile. Il y a peut-être d'autres pays qui sont beaucoup plus émergents où il y a un manque de spécialistes. Un manque de spécialistes dans le commerce international ou avec une fibre, avec un bagage technique pour aller vendre des produits, prospecter des clients dans un marché particulier. Et regarde un petit peu quelle langue aujourd'hui est dans le coup, quoi. Troisièmement, c'est la difficulté aussi de la langue. En général, une langue réputée difficile, tu as moins de compétition. Dans l'espagnol, tu as énormément de compétition parce que c'est une langue réputée facile, il y a beaucoup de gens qui la parlent. Et puis économiquement, c'est pas des pays aujourd'hui qui sont les plus attrayants. Alors que moi, le russe à l'époque, c'était une langue réputée difficile. C'est un pays qui a une mauvaise réputation, à tort, mais bon, ça c'est un autre sujet. Pays à mauvaise réputation, pays réputation d'être froid, pays qui a la réputation d'avoir des gens pas sympas alors que c'est pas vrai, pays avec une langue difficile, on va pas tous les nommer. Et donc moi en fait, je me suis servi de ça. En plus j'ai découvert une passion pour le russe et je me suis servi de ça. Je dis ah là il y a une bonne carte à jouer parce qu'en fait il manque des spécialistes pour aller là-bas et puis pour aller faire du business avec les Russes. Donc moi en fait je me suis servi de ça. Et tu peux reproduire ça par exemple, je sais pas, au Japon, tu peux reproduire ça par exemple au Brésil, en Chine, en fonction des cas de figure, parce que chaque culture, chaque cas de figure est différent. En fonction des pays, en fonction des cultures, la langue va avoir plus au point d'importance. Il y a tellement de langues et de cultures et tellement de cas de figure. Donc, quatrièmement, quand tu vises un pays comme ça, regarde s'il n'y a pas une langue qui est plus importante que la langue du pays. Comme par exemple, si tu vas travailler au Kazakhstan, je te dirais apprends le russe, n'apprends pas le kazakh, apprends le russe. Si tu vas travailler en Lettonie, apprends le russe, n'apprends pas le letton. Si tu vas travailler en Ukraine, apprends le russe, n'apprends pas l'ukrainien, tu vois, parce que tu auras beaucoup plus de perspectives après. Et puis sur place, les gens parlent tous russe et dans les affaires, ils parlent russe, tu vois. Donc voilà, regarde, renseigne-toi s'il n'y a pas en fait deux langues qui sont pareilles dans le pays et quelle langue pourrait potentiellement avoir te donner le plus de potentiel en fait à long terme. Peut-être dans d'autres métiers quand tu vas évoluer ou si tu veux monter ton entreprise dans la vie. Par exemple le russe il a beaucoup plus de levier que le letton. Le letton c'est parlé en Lettonie alors que le russe il est parlé dans beaucoup de pays. Voilà, regarde s'il n'y a pas deux langues en fait dans un pays. Par exemple, si tu vas en Lettonie, autant apprends le russe, tu vois. Le russe, voilà, tu l'es parlé en Russie, dans tous les pays d'ex-union. Et une fois que tu as le russe, tu peux apprendre d'autres langues que ça facilement, alors que le letton, tu es vachement limité avec le letton. C'est comme par exemple, moi je dis toujours, apprenez, si vous êtes en Europe, apprenez l'allemand, parce que l'allemand, une fois que tu as l'allemand, tu peux potentiellement apprendre le néerlandais plus vite, le norvégien, le suédois, le danois. Tu vois, d'autres langues germaniques plus vite. Puis tu as l'Autriche, tu as la Suisse, donc potentiellement voilà, tu as plus d'envergure que si tu apprenais une petite langue, tu vois, comme le polonais par exemple. Donc voilà, regarde un petit peu s'il n'y a pas deux langues et si les deux langues ne se chevauchent pas et s'il n'y a pas une langue qui est plus importante que la langue locale qui est limitée au pays, quoi. Et bon, cinquièmement que je voulais rajouter, travaille ton français. À l'oral, c'est pas vraiment important si tu fais des fautes, si tu fais des raccourcis, si tu fais des fautes volontaires, parce qu'en fait, à l'oral, ce qui compte, c'est le message que tu transmets. Les gens vont pas forcément noter toutes tes fautes. Par contre, à l'écrit, il faut vraiment que tu aies un bon écrit en français. Dans l'entreprise où tu vas travailler,
moi je vois des fois je suis choqué par le niveau de français de certains collègues. Alors, bon, moi il m'arrive de faire des fautes, mais des fautes grossières, et moi je trouve que c'est pas professionnel, tu vois. Travaille ton français à l'écrit. Quand tu écris quelque chose dans une entreprise ou à des clients ou sur un contrat, ou par exemple quand tu communiques avec un responsable RH ou avec un employeur, ton français dans les mails doit toujours être soutenu et juste. C'est vachement important. Parce que ce mail, tu sais pas où il va se retrouver, c'est ton image professionnelle. Quand c'est écrit comme ça, toujours un français soutenu. Et évite d'écrire à l'arrache comme ça, comme certains font. C'est horrible et ça peut que te plomber avant même que tu parles de langue. Parce que par exemple, tu vas parler à un RH ou à un employeur d'anglais, dis ouais, moi je parle bien anglais, chinois, russe, allemand, suédois, finnois, tout ce que tu veux. Et lui il va se dire, mais attends, vu le nombre de fautes que cette personne fait, elle écrit en français, qu'est-ce que ça doit être en anglais? Quel boulet! Ça va être comme ça. Donc travaille ton français à l'écrit, c'est super important. Voilà, c'est très important parce que c'est ton image. Voilà. Bon, voilà, c'était 5 points importants si tu veux faire carrière dans le commerce international. Si aujourd'hui tu apprends des langues, si tu es en train de faire des études, si tu es peut-être technicien, tu es peut-être ingénieur, peut-être que tu travailles déjà, mais tu veux avoir une fonction plus commerciale, tu voudrais devenir expatrié à l'étranger, tu voudrais travailler avec des langues, faire du relationnel dans une autre culture. Voilà, c'est ces 5 conseils principaux que moi je peux retenir dans mon expérience. J'espère que ça t'a aidé. Regarde en bas cette vidéo avant que tu partes. Dans la description, en fait, j'ai mis un lien vers mon livre gratuit. En fait, je t'explique un petit peu mon parcours, justement de professionnel utilisant les langues. Je t'explique comment tu peux t'en inspirer, la façon dont j'apprends des langues, et puis je t'indique 10 outils qu'en fait j'utilise moi pour apprendre des langues. Tu vas voir, c'est très simple. Les langues, on en fait tout un plat, c'est pas compliqué. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poster en bas dans les commentaires. Si tu as des questions, par exemple, actuellement tu cherches du travail ou tu veux te lancer dans le commerce international, tu veux changer de travail, tu veux devenir expatrié ou utiliser les langues en entreprise, n'hésite pas à me laisser un commentaire en bas de cette vidéo, on communique, on s'entraide comme ça. A très bientôt pour d'autres vidéos, et puis moi je vais me rentrer parce que là le froid il arrive, et c'est toujours l'hiver ici en Nouvelle-Zélande. A bientôt, ciao!